Alors que l'offensive de Tsahal Arafat se poursuit, la situation dans les territoires palestiniens devient chaque jour de plus en plus intenable. Depuis l'attaque du Hamas qui a causé la mort de 1200 Israéliens et alors que 132 otages sont encore détenus, l'offensive israélienne a été dévastatrice. Plus de 35 000 Palestiniens tués, des centaines de milliers de blessés et une majeure partie des infrastructures de Gaza détruites. En Cisjordanie, l'expansion des colonies se poursuit, aggravant la situation déjà précaire des Palestiniens, soumis à une occupation militaire implacable. Alors que les rumeurs se multiplient sur la délivrance d'un mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Benjamin Netanyahou, combien de temps encore devons-nous attendre ? Combien de temps devons-nous attendre avant que la France n'impose un embargo sur les armes ? Monsieur le ministre, lors de votre dernière audition, vous avez assuré nous transmettre des éléments écrits précis sur les armes livrées par la France à Israël. Nous attendons ces éléments depuis le 14 février. 3 mois pour savoir si la France se rend complice de crimes de guerre de l'autre côté de la Méditerranée, c'est un peu long. 3 mois, c'est irresponsable au vu de la gravité de la situation. Les révélations de Disclose parlent d'une livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Entre-temps, nous apprenions par la presse que la France ne livrerait que des équipements défensifs ou destinés à la réexportation. Mais monsieur le ministre, comment expliquer que la presse soit mise au courant du type d'armes livrées avant la représentation nationale ? Pourquoi, à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu les éléments détaillés sur les armes exportées ? La France a un rôle à jouer à l'échelle de l'Union européenne pour porter la voix du droit international. Le droit international n'est pas optionnel et il impose des obligations de non-reconnaissance et de non-assistance aux colonies. Pourquoi la France ne demande-t-elle pas l'interdiction pure et simple de l'importation et de la commercialisation des produits issus des colonies israéliennes ? Au-delà de l'interdiction d'importation des produits des colonies, qui représente le strict minimum pour se conformer au droit international, la France se décidera-t-elle enfin à prendre des sanctions contre Israël ? Le lendemain de l'invasion russe en Ukraine, l'Union européenne décide d'une vague de sanctions sur les secteurs financiers, de l'énergie, des transports, ainsi que ciblant certaines personnalités. Ces sanctions sont des leviers essentiels pour faire respecter le droit international. Pourquoi la France ne porte-t-elle pas de telles mesures à l'encontre du gouvernement israélien pour enfin faire taire les armes, permettre un cessez-le-feu ainsi que la libération des otages ? Monsieur le ministre, l'heure n'est plus aux demi-mesures. La France doit se montrer à la hauteur de la gravité de la situation pour permettre aux Israéliens et aux Palestiniens de retrouver le chemin de la paix. Merci, Madame la députée des Hauts-de-Seine. Voulez-vous, Monsieur le ministre, répondre à cette vive interpellation très pleine de substance? Bon, Madame la députée, on vous fera passer la réponse que j'ai envoyée à Madame Panot. Excusez-moi, vous avez été nombreux la dernière fois à me poser la question, mais la réponse a été faite, elle a été envoyée. Et pour cause, nous n'exportons. Si vous l'envoyez au secrétariat bien sûr, de la commission, elle sera exactement si ce que je viens de dire à mes équipes. Donc, on peut vous faire évidemment à toutes et tous copie de ce courrier qui démontre également que nous n'exportons pas d'armes. D'ailleurs, nous sommes plutôt des concurrents sur le marché de l'armement dans le monde entre la France et Israël, et c'est plutôt là du domaine du ministre des Armées de vous expliquer également les liens et les composants éventuels qui servent dans les éléments défensifs qu'il a lui-même évoqué en commission ici. Il a beaucoup plus de détails que moi. Et il a également fait je crois, un courrier à la commission compétente sur ces éléments. Je prendrai les informations, mais toutes les informations sont transparentes là-dessus et je ferai en sorte de les. Nous vous faisons toute confiance. Voilà, je ferai en sorte de vous les transmettre. Sur tous les points que vous abordez, d'abord, vous dire que nous avons agi peut-être les premiers, puisque nous avons sanctionné les colons violents en Cisjordanie, les premiers en Europe, et j'ai moi-même, dans le Conseil européen, avec les ministres des Affaires étrangères, poussé cette résolution pour ne pas avoir de deux poids, deux mesures par rapport aux sanctions qui avaient été prises sur les membres du Hamas et des colons violents qui étaient d'une violence extrême en Cisjordanie. Nous l'avons fait, alors peut-être que ce n'est pas suffisant à votre égard, mais nous l'avons fait et nous avons notamment été les premiers à pousser ça au niveau européen. Allez-y.
violent. En fait, la colonisation en tant que telle est violente. Il n'y a pas de distinction en fait dans la colonisation. Et ça me dérange profondément. Vous avez sanctionné les colons dits violents. Il y a 700 000 colons aujourd'hui. Faites une observation, mais ne refaites pas une intervention, mon cher collègue, je vous en prie. Je fais vraiment une dissection parce que bon, la position française, elle est assez claire. La Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est ne sont pas des territoires israéliens. C'est le droit international. Donc je vous le dis ici, puisque la France respecte le droit international, leur statut en droit international est celui de territoires occupés, et les colonies qui sont implantées sont illicites. Je ne peux pas être plus clair avec vous là-dessus. Et cela signifie aussi que nous devions y appliquer des mesures de boycott. Du reste, aucune règle en droit international, aucune juridiction internationale ne l'exige non plus. Et en revanche, comme le demande la résolution des Nations Unies, c'est la 2334, je l'avais ressorti, nous devons distinguer le traitement d'activités en Israël de celui des colonies israéliennes, pour être très clair. Donc à cet égard, l'étiquetage qui est pratiqué par la France permet d'ailleurs aux consommateurs, et c'est aussi, je sais que ça a été une de vos questions et une des questions écrites que j'ai reçues de la part de votre groupe et d'autres groupes, l'étiquetage qui est pratiqué par la France permet aux consommateurs de décider également librement, en toute transparence et toute information, de l'achat ou pas des produits que nous ne pouvons pas, statut oblige, boycotter. Donc il y a des éléments de transparence, et nous avons également, et je vous le dis en droit international, vous ne pouvez pas nous demander d'être drastique sur l'application du droit international et de ne pas l'être de l'autre côté. Donc c'est tout le droit international, et que le droit international, c'est toujours été la position de la France, et que ça soit d'ailleurs sur les questions de Taïwan, sur la question de la Chine, sur la question de l'intégrité territoriale des pays. Nous respectons la Charte des Nations Unies et nous respectons le droit international, y compris sur cette question. En somme, ce que vous dites à Mme Zebaï, c'est que le boycott, c'est l'affaire de chacun, mais ce n'est pas l'affaire de tous. Des détenus déshabillés entassés à l'arrière de camions les transportant jusqu'à un camp de détention. Des enclos où sont parqués des détenus menottés, yeux bandés, avec interdiction de bouger sous peine de torture. Des malades attachés au lit, nourris à la paille, forcés de porter des couches. Cette description fait froid dans le dos. C'est celle que des lanceurs d'alerte israéliens font de l'établissement de détention de Sde-Teiman, à 30 km de Gaza. L'un d'eux témoigne. Ils les ont dépouillés de tout ce qui ressemblait à des êtres humains. Des centres de torture de ce type, Israël reconnaît en avoir ouvert 3 issus de la reconversion d'installations militaires. Ces révélations de CNN s'ajoutent aux violations toujours plus graves du droit international par l'armée israélienne. Après avoir forcé 1,4 million de Gazaouis à s'entasser dans Rafah, qui ne peut accueillir que 200 000 personnes, l'armée israélienne la pilonne et y a déployé ses chars. Plus de 360 000 personnes ont repris la route vers le centre de la bande, mais les bombardements reprennent aussi au nord. Plus d'1 million de personnes risquent de mourir de faim. Plus aucun média ne diffuse. Les camions d'aide sont attaqués, le poste frontière détruit. L'intention génocidaire du gouvernement israélien se précise de jour en jour. Le président français se targue d'avoir lancé un avertissement ferme à Netanyahou, mais celui-ci n'a que faire des avertissements qui ne sont que des mots, pas des actes. Le président a aussi promis de rapatrier les enfants blessés palestiniens qui ont fui en Égypte et qui sont confrontés à l'insuffisance des soins. À Gaza, un enfant palestinien est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Seulement 11 enfants ont été accueillis par la France sans préserver la famille, un seul parent pouvant accompagner l'enfant. Entre notre délégation et les ONG et vos services, ça s'enlise. Quand le président va-t-il respecter sa parole? Quand votre gouvernement va-t-il prendre les mesures pour rapatrier ces enfants et leur sauver? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je me suis déjà longuement exprimé devant vous sur le sujet de Rafah et sur ce sujet en particulier. Ce qui est à l'origine
de cette tragédie, c'est l'attaque du 7 octobre. Et vous ne l'avez toujours pas mentionné, pas un mot pour nos otages, pas un mot pour les 43 Français qui sont décédés lors de ces attaques et qui constituent aujourd'hui une tragédie. Alors les Palestiniens n'ont pas à payer le prix des violences et de la folie meurtrière du Hamas. Et je le redis également devant vous, sur Rafah, de manière très claire, Israël doit cesser cette opération. Je veux être très clair et sur le fond, je veux également vous rappeler la position française que j'ai défendue le 30 avril dernier lors de mon déplacement en Israël, que je défendrai à nouveau auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est pour la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Nous avons encore 3 Français à Gaza et je souhaite que l'ensemble des Français, l'ensemble de la représentation nationale puisse se mobiliser pour leur libération. Un cessez-le-feu durable pour garantir la protection des civils, une entrée massive de l'aide humanitaire, une reprise crédible du processus politique pour une solution à 2 États. C'est cette position d'équilibre équilibrée que j'ai défendue, Madame la députée. Les Israéliens connaissent notre position, les Palestiniens également. La France œuvre pour des questions humanitaires avec notamment nos partenaires arabes sur place et nous continuerons à agir dans la région diplomatiquement et sans instrumentalisation politique.